Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va faire juste un petit cours de robotique humanoïde sur la génération de posture. Donc on a un robot humanoïde, voilà. Comment faire pour que le pied soit à tel endroit, la main à tel endroit, qu'il tienne en équilibre, etc. Donc on pourrait croire qu'une bête cinématique inverse permettrait de résoudre le problème, notamment pour le placement. Alors oui, c'est vrai, pour le placement des points, des points de contact, ça irait. Après, quand on a un robot humanoïde, il faut savoir c'est qu'on a un grand nombre de contraintes physiques liées à son utilisation. Euh, donc on a par exemple les limites du robot, les butées, les coupes, le max, l'équilibre, il ne faut pas que le robot il tombe forcément. On a les collisions, alors ça les collisions, tout ce qui est cinématique inverse le gérera pas, les autocollisions. Alors les tâches de contact, oui ça va pouvoir gérer. Et d'autres tâches comme éviter de mettre la main trop bas, trop haut, ou encore d'autres tâches qui dépendent vraiment du contexte. Donc en fait, si on veut formaliser tout ça, en fait, on va essayer de trouver des valeurs articulaires, donc des angles pour chaque angle, pour chaque moteur du robot, des forces, des couples et des variables articulaires. Par exemple, si on décide de mettre la main sur la table mais qu'on ne spécifie pas où, eh bien, on va pouvoir optimiser le placement de la main ici. Qui vont minimiser un critère. Alors le critère, ça peut être le couple, les efforts internes, enfin les efforts au niveau articulaire. Ça peut être aussi la différence par rapport à une posture de référence, ou essayer d'être le plus droit possible, ou essayer d'être le plus proche possible d'un guide. On verra ça plus tard sur la génération de séquences de posture. Voilà, donc un critère à minimiser qui va vérifier des contraintes inégalités, donc qui vont vérifier toutes les limites articulaires, les autocollisions, vérifier que les collisions, autocollisions, on a une distance minimale à surveiller, et des contraintes égalité. Alors comment on va gérer tout ça? Donc comme j'ai dit tout à l'heure, Q c'est les valeurs articulaires, F ça va être les forces de contact, et gamma les couples articulaires. Et donc V d'autres variables, par exemple si on veut spécifier la position de contact, ou une orientation, si on essaie d'optimiser l'orientation d'un contact, on peut aussi le mettre. On n'est pas obligé de figer les choses. Donc déjà on va voir un petit peu comment marche un algorithme d'optimisation, vu qu'on a un problème d'optimisation à résoudre. Donc un algorithme d'optimisation, son objectif, ça va être de sortir une configuration optimale. Donc j'ai appelé ça un vecteur X optimal, donc le vecteur X qui va contenir aussi tous ces paramètres là, Q, F, gamma et V. Donc son objectif c'est de trouver une configuration optimale, une posture optimale. Donc généralement en fait ces algorithmes, surtout les algorithmes itératifs, descente de gradient, des choses comme ça, en fait on va leur donner un point de départ et en fait il va boucler jusqu'à trouver l'optimal. Alors comment il va faire? Il va proposer une solution de configuration, donc on va envoyer au modèle. Le modèle va nous calculer le critère et les contraintes inégalité, contraintes égalité. Et généralement, les algos d'optimisation ont également besoin des dérivés de ces critères, contraintes, inégalité, égalité, par rapport au vecteur de paramètres x. Une fois qu'on lui a renvoyé tout ça, en fait, ça c'est pas une itération. L'algorithme va regarder est-ce que le résultat est optimal. Si l'optimal, il sort la solution. Et s'il n'est pas optimal, il va calculer une nouvelle valeur de paramètre x et on va recommencer une deuxième, une troisième, comme ça, jusqu'à ce qu'on ait trouvé quelque chose d'optimal ou qu'on ait atteint le nombre maximal d'itérations. Voilà un petit peu. C'est important de savoir comment fonctionnent ces algos pour la suite, savoir comment traduire notre problème final. Donc ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'en général, on va considérer que les variables d'optimisation sont x. Enfin, on appelle ça vecteur x. Sont Q, les valeurs des n articulations, donc n valeurs des moteurs, on va dire, angle des moteurs, en général c'est les articulations rotoïdes, plus 6 la pose du robot, c'est-à-dire 3 translations, 3 rotations qui permettent de poser le robot, de localiser le robot dans un repère bon. Des efforts de contact, alors si on suppose qu'on a nf points de contact, on va avoir 3 fois nf points de contact, donc 3 composantes de force linéaires, sur x, y et z. Et v, les variables additionnelles, les points de contact. Alors vous allez me dire, il manque le couple. Et en fait, le couple, on va pouvoir le calculer en utilisant le modèle dynamique inverse. Vu qu'on connaît les valeurs articulaires et les forces de contact, on va pouvoir déduire le couple. Du coup, ce n'est plus une contrainte, c'est plus une variable d'optimisation. Alors bien sûr, comme on est sur des postures, on va supposer des mouvements statiques. Donc tout ce qui est lié à l'inertie, aux forces centrifuges ou Coriolis, tout ça, ça va pouvoir s'annuler et tout simplement on va pouvoir calculer les couples
qui sont l'effet de la gravité plus l'effet des efforts de contact. La première partie ici, on a vraiment les n couples des articulations actives, et ici on a un 0 qui est en fait un vecteur nul de dimension 6 pour traduire le fait que les articulations virtuelles qui nous permettent de passer du repère au robot sont virtuelles et du coup ne peuvent pas générer de couple. Donc la contrainte d'équilibre, donc j'ai fait une autre vidéo avant cette vidéo-ci pour expliquer un petit peu comment on peut décrire l'équilibre dans plusieurs cas, donc je vais pas passer beaucoup de temps dessus. Donc la contrainte d'équilibre, alors finalement en fait on va pouvoir ici décomposer cette équation en deux parties, une partie sur les articulations actives, une partie sur les articulations virtuelles. Et donc la contrainte d'équilibre, on va utiliser la deuxième partie, donc le fait que les articulations virtuelles doivent être virtuelles, donc avoir un couple nul. On aura ici une première contrainte égalité, et on va aussi considérer que les forces de contact sont unilatérales, c'est-à-dire que la force normale, généralement on prend Z, est positive, et elles sont dans le cône de frottement, c'est-à-dire que la force normale est supérieure à un coefficient mu fois la force tangentielle. Donc ça c'est des contraintes qu'on va rajouter à notre problème d'optimisation. Afin d'obtenir des contraintes linéaires, en fait, généralement, le cône de frottement, il est discrétisé. Parce que si on a finalement, pour calculer cet effort tangentiel, on va prendre les deux composantes d'effort, les élever au carré, faire la racine. Donc ça va nous donner une contrainte qui ne va pas être linéaire. Donc ce qu'on peut faire, c'est discrétiser le cône de frottement. Du coup, chaque arête du cône est un vecteur unitaire et on va multiplier par un coefficient tous ces vecteurs unitaires. Si on a tous les coefficients bêta qui sont positifs, ça veut dire que la force Fi sera dans le cône de frottement. Et du coup, il va falloir rajouter ces coefficients. Donc on ne va pas venir mettre en paramètre les Fi, on va venir mettre les bêta I en disant tout simplement que ces bêta I doivent être positifs. Donc un petit peu en résumé, alors c'est pas un panel exhaustif, je pense qu'on peut en trouver beaucoup d'autres, mais les principales, on va dire, types de contraintes, on va avoir les butées articulaires, donc il ne faut pas que les angles des moteurs des articulations dépassent les valeurs pour lesquelles le robot est conçu. On va avoir des limites aussi sur les couples articulaires, surtout en statique, il faut que le couple reste vraiment inférieur au couple nominal, et donc ce couple va dépendre des variables d'optimisation. Alors ici, pour les positions, j'ai mis donc la bande inférieure et la bande supérieure qui peuvent ne pas être symétriques. En général, le couple max, le couple min, c'est aussi égal au moins couple max. Donc c'est pour ça que j'ai mis cette notation-là. Et aussi des tâches qui vont dépendre du modèle géométrique direct, notamment pour aller placer le contact à l'endroit où on veut, ou au moins sur la surface où on veut. Alors, il y a une contrainte qui est un petit peu plus difficile à gérer, c'est la contrainte de collision et d'autocollision, notamment pour avoir une discontinuité du gradient. Ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est que la plupart des algorithmes, on va dire les plus performants, ont besoin d'avoir une évaluation du gradient par rapport aux paramètres d'optimisation, et on a besoin d'avoir une continuité sur ce gradient. Donc, on va regarder un petit peu ce qui peut se passer quand on va regarder les distances. Alors si je prends ici on va dire un sol, encore une vision en 2D, si je prends une barre qui doit tomber sur le sol ici, avec une orientation, et si on regarde juste par rapport à l'orientation, on va voir ici que là c'est évident que pour un θ positif, on va avoir une distance qui va être sur ce côté-là. Mais si l'angle il est dans l'autre sens, on va avoir la distance minimum qui va être de l'autre côté. Donc ce qu'on voit bien ici, c'est qu'on a un θ positif, c'est la même configuration qu'ici, on a la distance là. Un θ négatif, la distance est ici. Et quand on a θ égale 0, finalement, on a tous ces points-là qui peuvent correspondre à la distance minimale. Et si on regarde juste ce petit exemple ici, l'évolution du gradient de cette distance par rapport à θ, on va trouver sur quelque chose comme ceci. Donc ça a été démontré dans la thèse d'Adrien Skand. Donc les images viennent de là. Donc on va avoir un gradient qui va être positif au début et négatif après. Alors imaginons que l'optimal soit autour d'un angle θ égale 0. Et on va passer de l'un à l'autre. Et du coup l'optimisation va avoir un petit peu de mal. Donc comment on va faire pour gérer ça? Donc on a plusieurs solutions. On peut dire très bien, je vais utiliser des sphères. Je vais mettre des sphères partout sur mes corps. Et je vais mettre des sphères sur les choses que je ne veux pas qui rentrent en collision. Ça va nous donner un ensemble de sphères. Il va falloir vérifier que
toutes les paires du corps 1 et du corps 2 ont une distance positive, qui n'est pas de pénétration, pour assurer que le robot ait un mouvement sans collision. Alors ça, en pratique, ça marche plutôt pas mal, dès lors qu'on n'a pas des corps très très compliqués et qu'on n'a pas un grand nombre de sphères en fait. Ce qu'il faut bien se rendre compte, voilà, c'est que si vous avez par exemple sur votre avant-bras, si vous voulez avoir une seule sphère, vous allez avoir quelque chose d'assez énorme, mais si vous voulez en avoir être assez fin, assez proche, vous allez facilement avoir 4 ou 5 sphères. Et si vous voulez éviter l'autocollision avec l'autre avant-bras, vous allez devoir vérifier comme ça, on va dire une vingtaine de distances. Et du coup, ça va faire des contraintes en plus qui vont un petit peu, on va dire, ralentir le processus d'optimisation. Donc il y a une autre solution, c'est qu'on va encapsuler les corps dans des capsules. Alors, une capsule, en gros, ça va être un cylindre avec 2 sphères au bout. La distance va toujours être va pouvoir se calculer. Alors le problème, c'est quand on va avoir, comme tout à l'heure, les choses à plat. Donc ça marche dans la plupart des cas, mais il y a toujours des cas où on va avoir des petites difficultés. Alors notamment ici pour représenter le sol, on va dire que c'est une très grande sphère. Du coup, il va être un peu bombé. C'est pas forcément le plus recommandé. Alors toujours dans la thèse d'Adrien Skand, il y a les STP-BV, donc les sphères torus patch bonding volume, qui sont en fait un ensemble de sphères, de tores et de bouts de cylindre en fait, qui permettent d'avoir une approximation un petit peu plus fine des corps du robot. Donc ici je vous ai mis le robot HRP2 en vrai et sa représentation STP-BV. Donc on voit au niveau des jambes et des bras on n'est pas très mal, mais par contre on voit au niveau de la tête, notamment ici entre on va dire les oreilles, nous il a de l'espace, alors que là on suppose que c'est plein. Donc si on a un mouvement qui doit aller dans cette zone là, physiquement il pourrait, alors que notre calcul des distances ne le permettra pas. Dans tous les cas en fait on va supposer que les corps pris en compte vont être convexes, c'est-à-dire que d'entre 2 points du corps je peux faire une ligne droite, et cette ligne droite restera dans le corps en question. Alors si on a des corps qui ne sont pas convexes, on peut peut-être les décomposer en 2 ou 3 corps un petit peu plus simples, ce qui permettra de limiter l'approximation des corps convexes en fait, et d'avoir quand même des résultats pas trop mauvais. Donc ça rejoint un petit peu toutes les contraintes et comment on les gère. Alors j'ai pas mis d'équation dans cette vidéo pour essayer d'être resté simple. En tout cas, notamment sur comment on écrit les contraintes, j'en ai pas mis des très compliqués, j'ai formalisé. Comment on fait une posture. Voilà, maintenant, il y a des travaux, donc les travaux d'Adrien Skand dans sa thèse et qui ont été aussi repris par Karim Bouyamarn. Donc vous pouvez aller trouver plus d'infos sur ces travaux-là ici, qui dit, on va essayer de planifier une séquence de postures. Donc comment on va faire? On va partir d'un premier état, l'état initial du robot. On va dire, voilà, si je rajoute un contact ici, par rapport à l'état où je dois aller, est-ce que ça me rapproche, est-ce que ça m'éloigne? Et on va tester avec un deuxième contact, est-ce que ça me rapproche, est-ce que ça m'éloigne? Et comme ça on va pouvoir construire un arbre et essayer de trouver la distance la plus courte dans cet arbre. Donc je vais vous mettre la vidéo en route. Donc c'est une vidéo que vous pouvez trouver sur le site de Karim Bouyamarn, voilà, et qui a été publiée ici en une conférence en 2012 au Japon. Donc toujours de mes contacts planning. Donc il a appliqué ça à plusieurs choses. Donc ici on va avoir un résultat. Donc le robot doit faire quelques pas et venir se mettre s'asseoir sur la table. Donc on voit ici qu'au début il n'a pas trop cherché, il a fait gauche-droite, et qu'au final il a trouvé un chemin et que c'est ce chemin-là qui peut être joué au final. Donc même si c'est des postures statiques, on peut voir quand même assez bien le mouvement qui sera fait. Et voilà, alors ça, pour des mouvements assez simples, ça va. Pour des mouvements un peu plus compliqués, en fait, on peut avoir besoin de ce qu'on appelle un guide, c'est-à-dire qu'on va essayer de mettre le robot dans une grosse boîte. Et on va d'abord essayer de trouver le chemin de cette grosse boîte, donc par différentes méthodes, RRT, PRM ou autres. Et on va essayer ensuite de faire que les contacts nous rapprochent le plus possible de ce chemin en avançant le plus possible. Et comme ça, on peut avoir ce genre de terrain. Donc ici aussi, voilà, cette méthode, elle marche très très bien, les postures, les séquences de postures sur de l'environnement, on va dire pas plat, avec des contacts. Voilà.
Vous pouvez encore une fois la retrouver la vidéo sur le site, et il y en a d'autres aussi. On peut, voilà, avec le même formalisme et des robots donc qui ne sont pas humanoïdes ici, gérer de la manipulation. Donc on a 4 petits robots ici qui doivent manipuler une balle. Donc on gère les séquences d'appui successives pour pouvoir manipuler la balle. Et ça marche plutôt pas mal, même avec autre chose qu'une balle, une barre ici à soulever, ça marche aussi plutôt pas mal. Voilà. La manipulation donc avec 2 robots, c'est pareil. Tout à l'heure il y en avait 4 sur un exemple simple. Donc là avec 2 ça marche aussi pas trop mal. Et même avec 2 robots humanoïdes aussi, on arrive à faire ça. Donc même si c'est là, je rappelle, c'est que des postures. Le mouvement continu n'est pas géré, on verra ça dans une prochaine vidéo. Et on arrive quand même à avoir au moins des points d'appui, etc. Donc là, on peut faire aussi de la manipulation avec du déplacement, etc. Voilà. J'espère que cette vidéo a été assez claire. Donc j'ai introduit un petit peu comment un algo d'Optime marche, comment l'interfacer avec des contraintes, et donner un exemple de comment on génère une posture, et après quelques pistes si on veut générer une séquence de postures. J'espère que ça a été assez clair, et puis je vais vous souhaiter une bonne journée. Au revoir.